Vous vous souvenez de mars 2020 ? Des rayons vides dans les magasins, des églises fermées, des masques sur les visages des enfants à l'école. Restez chez vous, sinon vous tuerez votre grand-mère. Et puis des urnes de vote à chaque coin de rue que personne n'avait demandé. Des millions de bulletins de vote par correspondance que personne n'avait demandé. Et la nuit des élections qui s'est étendue, je ne sais pas, presque une semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle invention des mencheviks, mais dans une version bien plus effrayante. Attachez vos ceintures, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, il y a encore quelque chose qui va vraiment vous réjouir. Mes spectateurs, même ceux qui disaient que ce n'est pas notre affaire, qu'un antisémite tue un autre antisémite, et que c'est leur affaire intérieure d'antisémites. Cependant, personne n'apprécie le bombardement de jardins d'enfants et de théâtres. Eh bien, en fait, tout ce que vous voulez. Ça a fuité du Kremlin. Ça arrive aussi. C'est sans doute le message le plus intéressant de tout le règne de Vladimir Vladimirovitch. C'est un document strictement secret sur la préparation. La sortie solennelle de la guerre en Ukraine. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vont-ils s'en sortir ? Vous trouverez toutes les réponses dans l'émission d'aujourd'hui. Eh bien, puisque nous avons évoqué les antisémites, vous allez entendre quelque chose de très intéressant sur la collaboration d'Angela Merkel avec une certaine organisation, dont nous soupçonnions depuis longtemps les liens. Elle collaborait avec elle bien avant de devenir la dirigeante d'une Allemagne presque indépendante, et elle a réussi à transformer cette Allemagne en un territoire dépendant de la Russie. Ce dont rêvait Iosif Vissarionovitch et ce qu'il essayait de faire d'abord par le biais du Parti communiste allemand, puis par Hitler, eh bien Poutine l'a fait de la même manière, mais par l'intermédiaire de Merkel. Eh bien c'est notre troisième sujet d'aujourd'hui, une émission étonnante et intéressante. Et je n'ai même pas encore inclus ici des choses comme la tentative d'attentat contre la fille de Trump. Le mariage du fils de Trump auquel Trump ne compte pas aller. Bon, d'accord. Et maintenant, il y a une crise épidémique mondiale qui tue une personne sur deux. Une personne sur deux a été infectée. C'est exactement comme la grippe espagnole du début du XXe siècle, sauf que je dirais c'est bien pire. Je tiens à rassurer les Espagnols, injustement tenus pour responsables d'une maladie ayant causé des millions de morts. La première épidémie documentée a eu lieu au Kansas, et pas du tout en Espagne. C'est-à-dire que sur notre continent, les troupes américaines ont transporté le virus en Europe via la France, où elles arrivaient par millions. Alors il est temps de renommer la grippe espagnole en grippe du Kansas. Leçon du Covid. Alors, Ebola, qui est 25 fois plus mortel que la précédente psychose, le Covid. Comme vous vous en souvenez, le Covid est arrivé en Amérique au début des années 20, en 2020 en fait. Oui, il est arrivé comme un virus, mais il est très vite devenu quelque chose de plus grand. C'est devenu un instrument politique. Regardez la chronologie. Donald Trump ferme donc l'entrée depuis la Chine. Joe Biden appelle ça de la xénophobie. Donald Trump parle de l'hydroxychloroquine. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelait. Oui, les médias commencent lentement à le discréditer. Et Facebook bannit toute mention de ce médicament. Et maintenant, Donald Trump appelle le virus chinois. Pour cela, on le traite de raciste. Donald Trump finance le développement d'un vaccin. Et il promet le vaccin pour novembre 2020. On lui répond « C'est impossible, c'est un mensonge. Il veut acheter des voix avec ça. » Le vaccin sort en décembre. Bon ou mauvais. Ce n'est pas le sujet maintenant. Biden et Harris disent publiquement qu'ils ne se feront pas vacciner avec le vaccin de Trump. Et ensuite, ils se font vacciner tout de suite. Et ils appelaient ça leur victoire. Ce n'est pas simplement de la politique. C'est une campagne coordonnée pour discréditer le président en pleine crise nationale. On appelle ça du harcèlement. Comme on dit chez nous, n'est-ce pas ? Mais le plus important, c'est que cela a commencé plus tard. Sous couvert de l'état d'urgence sanitaire, le Parti démocrate des États-Unis a mené la plus grande réforme du processus électoral de l'histoire. Sans l'accord du Congrès, sans audience publique, sans décision de justice, simplement, toute seule, discrètement. Dans des dizaines d'États, les règles ont été modifiées unilatéralement. Les exigences de signature sur les bulletins de vote ont été supprimées. Le vote par correspondance a été élargi. Ces fameuses boîtes de dépôt de bulletins ont été introduites. Les boîtes de dépôt, dans des endroits qui, je dirais, sont impossibles à contrôler.
Tout cela, ce sont des mesures temporaires à cause de la pandémie. Eh bien, pour les élections, n'est-ce pas? Les républicains ont intenté des centaines de procès. La plupart d'entre eux ont été rejetés pour des raisons de procédure. Ce n'est pas parce que le tribunal a examiné les faits et les a jugés infondés, mais parce que le délai était expiré. Cela signifie que vous n'avez pas de preuves en main, pas de juridiction. Aucun tribunal n'a mené d'enquête complète sur le fond. C'est important à comprendre. L'absence de confirmation judiciaire de la falsification n'est pas la même chose que leur absence. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Oui, parce qu'en ce moment, en mai 1926, une épidémie d'Ebola se déclare en Afrique. Et pas celle contre laquelle il existe un vaccin. C'est une souche rare. Elle s'appelle donc le virus Bundibugyo. La mortalité peut atteindre 50% Bundibugyo. Ce n'est pas comme le Covid, ce ne sont pas deux broutilles. Il n'existe pas de vaccin contre Bundibugyo. Il n'existe pas de traitement spécifique. Et la période d'incubation, ce qui est très important, est de 20 à 21 jours. Ils écrivent jusqu'à 21 jours. Oui, jusqu'à. Ça peut être 20, ça peut être 18, ça peut être 14. Pourquoi est-ce que je souligne cela? Une personne est infectée aujourd'hui, si cela se manifeste immédiatement, c'est une chose. Mais ici, elle est infectée aujourd'hui au Congo. Elle prend l'avion. Elle arrive à New York. Et là-bas, Los Angeles, Chicago. Il passe même le contrôle thermique à l'aéroport. Pas de température, pas de symptômes. Il prend le métro, il va au restaurant, il rend visite à sa famille. Et ce n'est qu'après une semaine, ou peut-être même 2, ou après 21 jours, qu'il commence à se sentir faible. Mais là, c'est déjà vraiment trop tard. Les virologues européens disent que le dépistage de la température dans les aéroports a, comme ils l'ont dit, une efficacité limitée. Autrement dit, ça n'aidera absolument personne. Une personne en période d'incubation ne sera pas détectée. Elle est invisible pour n'importe quel système de contrôle. Les États-Unis ont déjà interdit l'entrée aux non-citoyens venant de la zone de l'épidémie. Les citoyens, bien sûr, peuvent entrer. L'Ebola ne les atteindra pas, car il craint les Américains. Voilà, tu as la citoyenneté américaine. Moi, j'espère que vous comprenez, c'était sarcastique. Ebola ne suit pas les décrets. Elle ne sait pas qu'il existe des compagnies aériennes sud-coréennes, turques, émiraties avec des correspondances. Donc, la plupart des personnes venant des zones d'épidémie ne savent même pas qu'elles trompent, qu'elles enfreignent la législation américaine. Imaginez maintenant, 1020 cas confirmés dans différentes villes d'Amérique en même temps. Que va-t-il se passer immédiatement? Je vous le garantis. Vous entendez ce mot? Panique. Il y en a déjà eu en 2014 alors qu'il n'y avait que 4 cas d'Ebola aux États-Unis. Fermeture des écoles, effondrement du système de santé. Non pas à cause de la maladie, mais de l'afflux de gens atteints d'une simple grippe, persuadés de mourir. Certains croiront même être déjà morts. Demande de mesures d'urgence, le plus important débute alors. Qui, en Amérique, crie le plus fort à l'état d'urgence aujourd'hui? Eh bien, messieurs, c'est le même parti, exactement, n'est-ce pas? Les mêmes médias, les mêmes personnes qui, en 2020, ont utilisé une autre urgence pour changer les règles des élections. Bloquer les informations gênantes, discréditer le président en exercice. Les Américains ne sont pas satisfaits aujourd'hui. Mais pas de façon catastrophique. Les prix de l'essence, l'inflation, les problèmes à la frontière. Ça agace. Mais cela ne gâche pas la vie. Donald Trump maintient le cap, son équipe œuvre. Dieu veuille que cela tienne jusqu'en novembre, sinon jusqu'en 2028 pour ainsi dire, et ainsi de suite. Et voici la question que vous devez vous poser. Si soudainement, en 2026, une nouvelle situation d'urgence commence en Amérique, qui en sortira gagnant? Qui obtiendra le droit de changer à nouveau temporairement les règles de vote? Temporairement? Bien sûr, temporairement. Qui aura un prétexte jusqu'en novembre? Qui aura un prétexte pour exiger la démission, la destitution ou l'incapacité du président qui, encore une fois, n'a pas su gérer la situation? Qui obtiendra le récit pour 2028? Les maladies, mesdames et messieurs, ne choisissent pas les politiciens. Mais les politiciens savent choisir comment réagir face aux maladies. Comment empêcher la peur de devenir une arme? Je viens de vous raconter quelque chose d'effrayant, délibérément. Parce que taire cela aujourd'hui serait, de la complicité. Mais la peur, c'est exactement ce qu'ils attendent de vous. C'est la matière première utilisée en 2020 pour fabriquer des gens dociles. Ma mission principale est de leur ôter cet outil. Alors, comment faire pour que la peur cesse de jouer contre nous?
contre nos familles, contre notre entourage. La première chose, c'est ce qu'on appelle « nomme l'ennemi », nomme le mécanisme à voix haute. Il faut en parler aux enfants, car ils seront confrontés à tout cela à l'école. À vos parents, à vos amis, parlez de ce que je viens de vous raconter. Montrez le parallèle, 2020, 2020, 2026. La manipulation que vous voyez et que vous pouvez appeler un tiers, la moitié de la force qui agit au moment d'une annonce inattendue. C'est, mes amis, une loi ancienne. Elle fonctionnait déjà contre l'Inquisition. Deuxièmement, cela s'appelle la règle des 24 heures. Aucun riposte, aucun appel, regarde d'urgence. Aucune réaction pendant les premières 24 heures après n'importe quelle histoire effrayante. 24 heures. Souvent la peur disparaît. Il ne reste que le fait, ce qui importe encore après 24 heures. Mon Dieu, tant de choses paraissaient essentielles après 24 heures. On se demande alors, comment ai-je pu y croire? Ce qui s'est évaporé, c'était une peur à usage unique. Troisièmement, c'est le petit cercle de confiance. Je ne sais pas, il y a 3, 5, 7 personnes au jugement desquelles vous faites vraiment confiance. Soit écoutez-les, soit discutez de choses importantes avec eux s'il s'agit de vos proches. Pas avec un algorithme, Dieu nous en garde. L'algorithme vend votre anxiété aux annonceurs. Peut-être réfléchit-il simplement à côté de vous. Quatrième point. Apprenez à vos enfants à détecter la manipulation, mais il faut d'abord l'apprendre vous-même. C'est aujourd'hui plus important que les mathématiques. C'est bien plus important que les mathématiques. Montrez-leur une publicité, un titre d'actualité, puis la même histoire par 3 médias différents. Demandez « Pourquoi en parle-t-on différemment ?» Pourtant, c'est le même sujet. Ici c'est ainsi, là autrement. Pourquoi tant de différences? Un enfant qui a cette compétence à 12 ans est déjà... Bon, il reste vulnérable, mais beaucoup moins. Donc, les amis, c'est le seul héritage que l'État ne pourra pas lui enlever. Et demandez-lui, qu'est-ce que tu en penses? Même s'il a 5 ans, ce n'est pas grave. Ils comprennent bien plus de choses qu'on ne le pense. Et puis, cinquièmement, bien sûr, la fameuse question de Cicéron. À qui cela profite-t-il, n'est-ce pas? Donc, cui bono? Je l'ai dit avec un accent terrible dans un latin approximatif. Et avant chaque mauvaise nouvelle, posez cette question à voix haute. À qui cela profite-t-il? Qui tire avantage du fait que je sois effrayé en ce moment? Qui recevra mon vote, mon argent ou mon consentement à quelque chose? Quand la réponse devient-elle évidente? Savez-vous ce qui disparaît? La peur. Parce que la peur ne survit pas à l'arithmétique. Elle survit dans les émotions, mais pas dans l'arithmétique. Voilà pourquoi cela a été dit. Et là, on voit clairement qui c'est. Je ne vous fais pas peur, mes amis. Ce sont les autres qui font peur. Et ils comptent beaucoup sur le fait que vous aurez peur. Moi, je vous dis le contraire. La peur est la matière première dont ils veulent se servir pour vous façonner pour le 28. C'est ainsi qu'ils nous ont tous rassemblés pour le 20. Une personne préparée ne dégage pas de peur. Une personne préparée avance simplement, calmement, pas à pas. Et la propagande ne touche pas une telle personne. Oui, elle rebondit sur lui. Et maintenant, messieurs, parlons d'une autre contagion. Je suis ravi d'avoir inventé cette phrase. Et maintenant, parlons d'une autre contagion. Une fuite du Kremlin. En mai 2026, quelque chose d'intéressant a fuité de l'administration du président de la Russie. Ce n'était ni des plans militaires, ni des listes d'agents, mais peut-être quelque chose de plus important. Un projet de présentation interne destiné au peuple, expliquant comment le Kremlin comptait justifier sa décision de mettre fin à la guerre. Comment présenter ce message comme une victoire? C'est une tâche sérieuse d'ailleurs, n'est-ce pas? On peut dire que c'est un bon travail. Tout institut de marketing devrait proposer ce type de devoir en fin de semestre. Aujourd'hui, nous allons parler de ce document, de ce qu'il y a derrière, parce que bon, c'est évidemment tiré d'un manuel. Le document a été préparé pour, disons, l'équipe de Sergueï Kirienko. Il est le premier adjoint du chef de l'administration présidentielle. Mais il est responsable de la politique intérieure et de la propagande. Donc ce dossier a été préparé par le centre dossier. Je veux dire le centre dossier. Émile n'a pas préparé le document, mais il en a parlé. Ce centre est spécialisé dans les enquêtes sur les élites russes. Ils ont publié le contenu de ce document, et en général, à part le fait qu'ils ont dit que cela nous a été transmis par cette personne en particulier, ils ont tout fait, pour ainsi dire.
La thèse principale du document. Très intéressant. On peut le formuler ainsi. Enfin, la poursuite de la guerre est devenue plus dangereuse pour le Kremlin que sa fin. Messieurs, je dois ici prononcer les mots préférés de tous les journalistes, analystes, blogueurs et de ma femme. Eh bien, qu'est-ce que je t'avais dit ? Et elle te l'avait dit aussi. La guerre, ça je te l'ai déjà dit, je te l'avais dit. Elle ne se terminera que lorsque le Kremlin arrivera à la conclusion que continuer la guerre est plus dangereux, pire pour eux, que d'y mettre fin. Pour aucune autre raison. C'est vrai, il faudra convaincre l'équipe de Zelensky, ce qui ne sera pas facile. Mais pour mettre fin à la guerre, Trump dispose de bien plus de moyens de pression. Au bout du compte, on le kidnappera et on le mettra en prison. Eh bien, quelque part là-bas, près de Maduro. Au moins de cette façon, il ne sera pas mis en pièces par ses propres concitoyens. C'est-à-dire, nous ferons cela pour le protéger de la vengeance déchaînée de ses concitoyens, parmi lesquels il y en aura beaucoup qui le feront simplement pour ne pas être eux-mêmes déchirés. Alors parlons de ce que ce document appelle un danger pour le Kremlin. Énumérons ce qui est directement qualifié de menace. La mobilisation générale, ce que Poutine évite depuis février 2022 comme la peste, comprenant qu'elle fera passer instantanément la guerre de la télévision à chaque foyer russe. C'est ce qui s'est passé ici, aux États-Unis d'Amérique avec la guerre du Vietnam. Ils ont annoncé la mobilisation et dit qu'ils prendraient des étudiants. Tout est parti de là. Deuxièmement, une économie de guerre totale avec des cartes de rationnement, des quotas et des pénuries. La Russie s'en souvient encore de son passé soviétique. Comme on dit, les grands-pères s'en souviennent. Ou même les arrière-grands-pères, non ? Et la jeune génération en a entendu parler sous forme de récits à moitié anecdotiques. Mais ils auront tout de suite une image claire. Maintenant, parlons de l'augmentation des impôts. C'est déjà commencé. La TVA est passée de 20 à 22%. L'impôt sur les bénéfices est passé de 20 à 25. Des frappes en profondeur sur le territoire russe ont eu lieu et continuent d'avoir lieu. C'est déjà la réalité, l'Ukraine frappe les raffineries de pétrole, là-bas à Belgorod. En mai 2026, elle a attaqué la région de Moscou. Et enfin, la crise démographique, ce dont on parle à voix basse au Kremlin. Ce qui est peut-être la catastrophe la plus durable de la guerre, c'est ce qui ressort des documents. Exercer trop de pression sur le peuple conduit à l'échec. En d'autres termes, les auteurs reconnaissent que la guerre a une limite. Pour la Russie, il y a une limite. En réalité, la question étant la suivante. À quel point la Russie s'en est-elle déjà approchée ? Cela suffira-t-il pour la vie de Poutine ? Poutine veut vivre éternellement, c'est peut-être pourquoi il voit les choses différemment. Pour comprendre sa décision, il faut comprendre l'économie. La Russie a commencé 2026 avec un déficit budgétaire de 4,6 000 milliards de roubles au premier trimestre. Mais cela, à mon avis, est 2, voire 2,3 fois plus élevé que l'année dernière. Le taux directeur est de 14,5% avec une inflation d'environ 5%. Les revenus du pétrole et du gaz sont le seul véritable soutien du budget. Tout dépend entièrement du prix du pétrole et de qui achète le pétrole russe et comment il l'achète. La guerre avec l'Iran, la fermeture du détroit d'Ormuz. Ils ont augmenté le prix de l'Oural jusqu'à 106 $, disons, par baril récemment. Pour la Russie, c'est, un cadeau, une injection d'adrénaline à un mourant. Un effet réel, mais, mesdames et messieurs, à court terme, dès que le conflit au Moyen-Orient se stabilisera. Et bien sûr, la Russie fait tout son possible pour convaincre l'Iran de ne pas s'arrêter. Les prix vont chuter, et la Russie se retrouvera à nouveau là, d'où elle essayait de sortir. La Chine fait pression pour que la Russie n'attise pas les choses. En parallèle, les frappes ukrainiennes contre l'infrastructure pétrolière russe ont atteint un niveau record. En avril 2026, on a enregistré, je crois, 21 frappes contre des raffineries de pétrole et des terminaux d'exportation. Le raffinage du pétrole atteint son plus bas niveau en 16 ans, et il ne s'agit pas seulement de pertes à l'export. C'est même un déficit de carburant à l'intérieur du pays. D'ailleurs, je dois dire, en passant à un autre sujet, l'Amérique ne sait toujours pas ce que Donald Trump va décider maintenant. Jusqu'à présent, rien de pétrolier n'est visé sur le territoire iranien. Maintenant, il y a une fuite de population. D'abord, en dehors de la démographie. Depuis le début de la guerre, entre 550 000 et 850 000 personnes ont quitté la Russie. Ils ne sont pas revenus.
Ce ne sont pas des retraités, mais des ingénieurs, programmeurs, entrepreneurs. C'est-à-dire que l'économie, qui souffrait déjà d'une pénurie de main-d'œuvre, perd précisément ceux qui auraient pu la reconstruire. Mais ceux qui fuient ont peur. Les gens sont raflés, comme en Ukraine. On attrape les passants dans la rue. Les Russes ont eu peur de cela aussi. Il me semble que plus d'1 million de jeunes sont partis. Mais bon, disons, faisons confiance à ces chiffres qui, dans un petit village, disons, je ne sais pas, m'ont sauté aux yeux, disons, quelque part, je ne sais pas, à l'ouest. C'est une estimation de ce qui se passe. Bon, et maintenant, parlons donc de l'emballage. Comment présenter la victoire ? Le document de Kirienko décrit un scénario concret de fin de guerre que le Kremlin considère comme acceptable. La Russie conserve les parties occupées des régions de Donetsk et de Luhansk. La Russie conserve la majeure partie de Kherson et de Zaporijia et se retire des régions de Soumy et de Kharkiv. Je pense que c'est sous la pression de Trump. Zelensky reste au pouvoir, ce qui est essentiel. Ainsi, le Kremlin pourra dire « Nous n'avons pas exigé son maintien. Nous sommes généreux. » Et d'un autre côté, cela permettra à Zelensky de souffler. Il ne sera pas crucifié immédiatement. Une partie des sanctions américaines sera levée. Tout cela est écrit là-bas. Autrement dit, non européenne, mais américaine. Ce qui laisse déjà deviner le rôle de qui ? Vous l'avez deviné ? Celui de Trump dans ce schéma. Autrement dit, on pense tout de suite que les gens de Trump participent à l'élaboration de ce scénario. Et ce n'est pas pour rien que Trump parle d'une possible fin prochaine de la guerre en Ukraine. Tout cela sera présenté à l'intérieur du pays comme des acquisitions territoriales. Regardez, voyez combien de terres nous avons acquises. Des avantages économiques. Eh bien c'est vrai, il y a plein de choses là-bas. La terre se trouve sur ces parcelles. Victoire civilisationnelle. Donc tout d'abord contre le fascisme. Deuxièmement, contre la tentative de l'Occident de détruire la Russie. Maintenant, un dégel contrôlé après la guerre. Et la possibilité de souffler un peu. Oui, réduire la pression de mobilisation. Permettre aux gens de ressentir une certaine normalité. Ce qui est particulièrement intéressant, bien sûr, c'est la remarque dans le document. L'excès signifie la défaite. Je le répète parce que je veux que vous y prêtiez une attention particulière. C'est une reconnaissance directe que le Kremlin a une limite. Ce que les auteurs du document comprennent, une escalade supplémentaire comporte des risques injustifiés. Des risques qui ne menacent plus l'Ukraine mais le pouvoir russe. La Russie ne les intéresse pas, seul leur pouvoir compte. Ce document porte sur le pouvoir, pas sur la Russie. Peut-on affirmer que la guerre se terminera exactement ainsi et à ce moment-là ? Non, bien sûr. Les documents fuitent, les plans changent, la réalité est ajustée. Mais on peut poser une question. Même au sein du Kremlin, ils reconnaissent que poursuivre la guerre est plus dangereux que d'y mettre fin. Qu'est-ce que cela dit de la situation réelle ? Pas de ce qu'on montre à la télévision russe, de la réalité. Et la deuxième question. Si Donald Trump fait vraiment partie de ce scénario, notamment les sanctions américaines, mentionnées dans le document comme prioritaires à lever, et il semble qu'il soit écrit qu'elles seront levées, qu'est-ce que cela dit sur la nature des négociations qui se déroulent actuellement à huis clos ? L'histoire ressemble rarement à ce qu'on en dit au moment où elle se déroule. Les accords de Minsk, d'ailleurs, en sont un exemple. Oui, abonnez-vous, s'il vous plaît. Cliquez sur la cloche. Abonnement payant à partir de 4 $ par mois. Le lien est en bas. Vous y trouverez des sources, des documents, des détails qui ne rentrent pas dans le format vidéo. Téléchargez mon livre gratuit. Après, vous recevrez chaque jour une vidéo de 10 minutes, tout cela gratuitement. Il s'agit d'outils pour comprendre, pas d'actualité. Et maintenant, mesdames et messieurs, passons au sujet qui a un rapport direct, aux tromperies des États envers la population, et à l'expansion de la Russie vers les républiques de l'ex-Union soviétique. Merkel, héroïne ou traîtresse ? En décembre 2022, Angela Merkel a accordé une interview au journal allemand Die Zeit. Elle a dit quelque chose qui aurait dû provoquer un énorme scandale, mais cela n'a pas été le cas, parce que la plupart des médias occidentaux préfèrent ne pas remarquer ce genre de choses et ne pas vous en informer. Aujourd'hui, on va le remarquer, et pas seulement elle. Aujourd'hui, nous allons examiner Angela Merkel dans son ensemble, toute sa vie, toute sa carrière, et sur le rôle qu'elle a joué dans l'une des opérations géopolitiques les plus subtiles des 30 dernières années. Dans Die Zeit, elle l'a déclaré ouvertement.
Messieurs, c'est incroyable. Écoutez attentivement. Les accords de Minsk de 2014 et de 2015, les uns comme les autres, ils étaient nécessaires à l'Ukraine pour gagner du temps et se préparer à la guerre contre la Russie. Pas pour la paix. Pour se préparer. Question. Est-ce qu'ils se sont préparés? Non. Ces idiots ne se sont pas préparés. Un peu plus tard, François Hollande, le président de la France à ce moment-là, a confirmé « Oui, c'est bien ça. Minsk était un instrument. Incroyable, ce bougre de Français. Ce n'était pas une tentative d'arrêter le conflit, mais une tentative de le geler jusqu'au moment où l'un des camps serait mieux préparé. On pourrait croire qu'il soutient la Russie. Mais peu importe. Supposons qu'il ait fait la même chose que Merkel. Ils l'ont fait ensemble. Oui. D'ailleurs, Poroshenko. Oui, le président de l'Ukraine qui a signé l'accord. Oui, dit-il, nous l'avons compris aussi. Mais quoi donc? C'est-à-dire que les Ukrainiens comprenaient qu'il ne s'agissait pas d'un accord, mais de paix, mais plutôt d'une pause pendant laquelle ils devaient commencer à s'armer. Qu'ils aient commencé à s'armer ou non, c'est une autre question. Mais avant de nous arrêter sur ce qui a été exactement reconnu, laissez-moi vous raconter qui est, en fait, Angela. Pourquoi? Pourquoi, sans cette biographie, l'histoire de Minsk reste en suspens, alors qu'avec elle, tout prend sa place? Qui est-elle? Angela Dorothy Kastner. Sous le nom de Merkel, elle s'est fait connaître à la suite d'un premier mariage bref, terminé depuis longtemps, mais ce nom lui est resté. Elle est née en 1954 à Hambourg, en Allemagne de l'Ouest. Quelques années après sa naissance en Allemagne de l'Ouest, son père, le pasteur luthérien Horst Kastner, a rassemblé la famille et a déménagé en RDA. Messieurs, ne trouvez-vous pas cela, complètement hors champ, n'est-ce pas? En Allemagne de l'Est, dans un pays communiste, un pasteur luthérien est parti avec toute sa famille pour y vivre toute sa vie. Souvenez-vous, en 1954, des milliers de personnes fuyarent la RDA vers l'ouest. Merkel est partie dans la direction opposée. C'est déjà la première étrangeté que n'importe quel contre-espion des années 50 aurait dû remarquer. Et au minimum, il aurait dû ouvrir une enquête. Oh, et cela, c'était bien avant que Merkel ne grimpe dans la hiérarchie. La famille s'est installée à temps plein, je crois que c'était le nom de la ville. Petite ville, vie tranquille. Le père est pasteur dans un pays où la religion n'est pas bienvenue, mais il faut bien travailler avec les croyants sous la surveillance voulue. En RDA, ils n'ont trouvé personne d'autre. Il a donc fallu en faire venir un de la RFA, n'est-ce pas? Angela, très intelligente, reste imperméable à la propagande et termine l'école avec mention. Elle remporte l'Olympiade de langue russe. Waouh! Et en guise de récompense, elle part à Moscou, pour la première fois. Mais messieurs, ce n'est certainement pas la dernière. Ensuite, Leipzig, faculté de physique, membre de l'Union de la jeunesse libre allemande. FDJ. C'est, les amis, l'équivalent est allemand du Komsomol. Cette même organisation, donc, par laquelle passait en URSS quiconque voulait faire carrière. Et en RDA, c'était pareil. Sans être membre de cette FDJ, pas de carrière, pas de diplôme, avec une bonne affectation, pas de voyage vers l'étranger. Après Leipzig, carrière scientifique à l'Académie des sciences. RDA, Institut central de chimie physique à Berlin. Merkel y occupe des postes qu'elle essaiera, pour le moins, de ne pas mentionner après la réunification de l'Allemagne. D'après les documents officiels et les témoignages de ses collègues, elle était secrétaire à l'agitation et à la propagande. Donc du comité du Komsomol, comme on l'appelait, au sein du comité du Komsomol de l'université à l'Institut, ou comme on l'appelait là-bas. C'est exactement ce que Vladimir Poutine faisait à l'université d'État de Leningrad, après son retour de Berlin. Elle-même affirmait, des années plus tard, qu'elle occupait le poste de secrétaire à la culture. Eh bien, c'est logique, pour eux, la culture, c'était justement la propagande. Concernant la propagande, elle n'en a jamais fait. Les documents affirment une chose, les souvenirs une autre, à vous de choisir qui croire. En réalité, ce poste implique rapporter, enfin pas rapporter soi-même, mais organiser la délation au sein de l'organisation où la personne travaille. Collecte d'informations, transmission de celles-ci au comité de sécurité d'État en Russie et à l'organisation correspondante, donc en Allemagne. Tous ceux qui sont au courant sont au courant.
Et les gens, comme toujours, écoutent tout et croient donc tout ce qu'on leur dit quand on le répète souvent, souvent et de façon convaincante. Et en parallèle, les voyages, bien sûr. Des voyages constants. Où ça? Ah, à Moscou. Et parfois à Leningrad, dans des camps de pionniers, dans des échanges étudiants, à des conférences scientifiques. Et surtout, l'amitié entre les peuples. Elle y allait pour se lier d'amitié avec le peuple. Avec le peuple, au comité de sécurité d'État, c'est une façon de parler. Rien de tout cela n'apparaît dans les documents. Merkel évoquait elle-même avec chaleur, dans ses interviews tardives, sa jeunesse, la langue russe, Tolstoï et Dostoïevski. Pour le peuple russe. C'est magnifique, j'ai aussi pleuré. Tout cela était normal pour quelqu'un ayant grandi près de l'Union soviétique. C'est compréhensible, la métropole, oui. Ça fait beaucoup, c'est vrai, de voyages, et on l'a laissé très facilement y aller. C'est une précision importante. Je ne veux pas que vous entendiez ce que je n'ai pas dit. Je le dis. Il n'existe aucun document prouvant que Merkel était un agent du KGB. Peut-être qu'il en existe, mais nous n'en avons pas. Et très probablement, comme on dit, il n'en apparaîtra jamais. Parce que les archives de la Stasi ont brûlé en 1989 pour de nombreuses raisons. Peut-être, entre autres, à cause de cela aussi. Qui sait? Et les archives du KGB sont fermées. Une seule fois, Helsinki a voulu les ouvrir avec l'aide, donc, de ce même Vladimir Bukovski. J'en ai parlé à ce sujet avec Bukovski. Bukovski. Quel Bukovski? J'ai parlé avec Bukovski. Voilà, mais elles sont toujours fermées jusqu'à présent. Mais laissez-moi vous poser une question. Si une personne vit là-bas pendant 35 ans, les amis, toute une vie d'adulte, il vit dans un pays qui est le petit frère de l'URSS. Il étudie dans ses écoles, est membre du Komsomol et fait carrière scientifique dans son académie. Il maîtrise sa langue principale, le russe, et s'y rend des dizaines de fois pour divers cours et échanges. Il occupe un poste lié à la propagande, à la délation, à la pression exercée sur les étudiants et les enseignants, pour les maintenir strictement dans l'obligation stricte d'aimer le grand parti communiste. Voilà tout, les amis. Donc si vous décidez d'écarter la forte probabilité de contact avec la Stasi d'Allemagne de l'Est et le comité de la sécurité d'État qui la soutient, ce ne sera pas de l'analyse, ce sera ce qu'on appelle de la naïveté. Les cours, les amis, ont été suivis par tous ceux qui venaient de la RDA. En URSS, selon la filière scientifique du Komsomol, ce n'est pas tout le monde qui suivait ces cours qui devenait un employé régulier du KGB. C'est vrai. Mais chacun de ceux qui les suivaient était approché. Et de chacun d'eux, on prenait un engagement écrit. Et sur chacun de ceux qui les suivaient, il restait un moyen de pression. Eh bien, au cas où. Je n'affirme pas que Merkel était un agent, j'affirme qu'elle était compromise. C'est, comme disent les avocats américains, une question de nuance, sans différence significative. Le chancelier de l'Europe. Le mur tombe en 1989. Merkel a 35 ans. Et là, c'est une rapidité étonnante. 18 mois plus tard, député du Bundestag pour la CDU. Oui, probablement. Encore un an plus tard, ministre dans le gouvernement de Helmut Kohl. En 2000, elle devient chef du parti. Et en 2005, chancelière. 16 ans à ce poste, la marque Mouti. La mère de la nation. Fiable, pragmatique, ennuyeuse. Pas de passion, pas de théâtre. Juste une personne qui prend tranquillement les bonnes décisions. Et nous ne saurons jamais comment la Stasi et le KGB l'ont aidé. Derrière la marque, il y a une autre personne. Parlant couramment russe, il connaît Poutine depuis l'époque où il servait à Dresde. Quel était son poste? Il était espion. Ah oui, espion là-bas, représentant du KGB. Elle s'en souvient, c'est elle. Comment fonctionne l'appareil soviétique de l'intérieur? Et comme nous allons le voir maintenant. Il fonctionne toujours, selon une logique qui convenait très bien à Poutine. Et pour Poutine, donc, pour les maîtres, un épisode bien connu. 2007 Sotchi. Poutine reçoit Angela Merkel dans sa résidence et amène son chien à leur rencontre. Un grand chien noir, un labrador. Sachant cela, parce qu'il y a le KGB. Le KGB sait toujours, d'après les dossiers, qu'Angela Merkel a peur des chiens depuis son enfance, après une morsure. Les caméras filment cela. Merkel est assise et sourit. Parce qu'elle n'a pas le choix. Et Poutine sourit aussi, avec son sourire poutinien, gentil, charmant et adorable. Genre, il n'y a pas de diplomatie, les amis. C'est une scène tirée d'un manuel de pression psychologique. Les deux parties comprennent parfaitement quelles sont dans ce manuel et ce qu'elles font. Comment Merkel a livré l'Europe?
Et maintenant, voici le plus important. C'est même plus important. Plus important encore que Minsk. Lorsque Merkel arrive au pouvoir, en 2005, l'Allemagne importe environ 35% de son gaz de Russie. La dépendance est dangereuse, mais encore contrôlable. Au moment de son départ, en 2021, c'est plus de 55%. Avec l'Allemagne, pratiquement toute l'Europe de l'Ouest devient dépendante de la même manière. L'Italie, l'Autriche, la Hongrie, les Pays-Bas. Comment a-t-elle fait cela ? 2 solutions. La première, Nord Stream. Un gazoduc sous la Baltique contournant la Pologne et l'Ukraine. Parce que le transit à travers ces pays leur donnait un levier et leur rapportait de l'argent de transit. Ce n'était pas ce que voulait Moscou. Nord Stream 1 est lancé en 2011, Nord Stream. 2 Merkel le fait aboutir jusqu'au bout. Malgré les objections de la Pologne, des pays baltes, de l'Europe de l'Est et des États-Unis. Malgré les sanctions américano-allemandes contre son propre projet, Merkel tient bon et poursuit. Deuxièmement, c'est l'abandon de l'énergie nucléaire. Après Fukushima, c'était en 2011, Merkel prend la décision en une nuit de fermer toutes les centrales nucléaires allemandes. L'Allemagne perd environ un quart de sa production d'énergie. Par quoi la remplacer ? Oh voilà, le gaz russe. Ce que le Comintern n'a pas réussi à faire en 70 ans, soumettre politiquement l'Europe de l'Ouest aux intérêts soviétiques, Merkel l'a fait en 16 ans, par le biais du gazoduc. Et toute l'Europe qui proclamait haut et fort ses valeurs atlantiques, la liberté, les droits de l'homme, à propos de Poutine le dictateur. Au même moment, elle chauffait ses maisons, alimentait ses usines, réchauffait ses bureaux avec le gaz russe, et elle le savait. Et sans ce gaz, vous resterez debout à grelotter, et votre propre peuple vous chassera de vos fauteuils confortables. Les amis, c'est ça l'esclavage, dans sa forme la plus pure. Pas comme dans les manuels, où l'on voit les esclaves à Rome ou dans les plantations en Amérique, non. C'est subtil, sans chaîne, mais reste de l'esclavage. Et les dirigeants de l'Europe, qui faisaient beaucoup de déclarations retentissantes sur le fait qu'ils ne soutiennent pas la Russie, en réalité, non seulement ils en dépendaient, mais d'une certaine manière très profonde, ils étaient aussi soumis à la Russie. Et ils finançaient sa guerre ainsi que toutes ses autres actions agressives. Le jeu de Iosif Vissarionovitch. Je vous ai promis des parallèles historiques. S'il vous plaît, j'en ai à vous proposer. 1929. 1930, De Staline dirige le Comintern, cette organisation internationale des partis communistes, et il donne au Parti communiste d'Allemagne, qui avait au Reichstag, donc au Parlement, oui, il donne, un groupe parlementaire, une base de masse idéale, un ordre. L'ordre s'appelle classe contre classe. Voilà. Traduction. Les sociodémocrates, ça veut dire que ce sont de mauvais types. Ils sont déclarés socio-fascistes et nous ne faisons pas alliance avec eux. Nous ne nous unissons pas avec eux, nous les attaquons. Comme les nazis, voire davantage. Vous connaissez le résultat. Les communistes et les sociodémocrates réunis lors des élections de 1932 avaient un plus de voix que Hitler, que le Parti ouvrier socialiste d'Allemagne et Adolphe. S'ils s'étaient unis, Hitler ne serait jamais devenu chancelier, l'Allemagne n'aurait jamais commencé à tout conquérir autour d'elle, et il n'y aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale. Mais Staline leur a interdit de s'unir. Et par conséquent, Hitler est arrivé au pouvoir en janvier 1933. Vous allez me demander, pourquoi Staline avait-il besoin de cela ? C'est très simple. Une Allemagne social-démocrate forte, c'est un concurrent. L'Allemagne hitlérienne, c'est un ennemi potentiel pour le monde entier, et un bélier. Staline avait besoin de détruire l'ordre de Versailles. Vous savez ce que c'est ? Ce sont des accords signés après la Première Guerre mondiale. Affaiblir l'Angleterre et la France, redessiner l'Europe. Et pourquoi ? Eh bien, pour cela. Il ne pouvait pas le faire seul, mais Hitler le pouvait, en commençant. Ensuite, le pacte Molotov-Ribbentrop, août 1939, protocole secret. L'Europe de l'Est est partagée entre Staline et Hitler. La Pologne est divisée en deux, les pays baltes à Staline et la Bessarabie à Staline et la Finlande à Staline. Tout ce qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre en 1917 revient.
Staline perd la guerre en Finlande ostensiblement. Plus tard, Hitler et Mannerheim diront que Staline a trompé tout le monde. Si nous avions su qu'il était plus fort que ce qu'il a montré en Finlande, tout se serait passé autrement. Hitler commence la guerre à l'ouest, et Staline, à ce moment-là, feint la faiblesse, rassure les Alliés sur son pacifisme et reçoit tout ce dont il a besoin grâce au pré-bail. Des camions, des avions, du ragoût en conserve, de l'acier. Et ensuite, quand Hitler s'épuise en Russie, Staline entre à Berlin et obtient à Yalta la moitié de l'Europe sous son protectorat. Souvenez-vous de ce schéma, un agent intérieur dans le camp ennemi, une opération diplomatique. Par agent intérieur, j'entends bien sûr des agents infiltrés. Une opération diplomatique qui ressemble à la paix, mais qui est en réalité une préparation. Une faiblesse affichée, et à la fin, l'expansion de l'Empire, pour des décennies. Maintenant, les années 2014 à 2022. Je n'affirme pas que Vladimir Poutine et Angela Merkel se sont mis d'accord, ont tout discuté et ont joué exactement la même partie. Ce serait simplifier les choses. La partie a changé. Un autre siècle, d'autres technologies, une autre Russie. Mais supposer que Moscou dictait à ses hommes et aux personnes tenues en laisse dans plusieurs capitales européennes une tâche simple. Préparer l'Europe à la guerre, où la Russie pourra reprendre tout ce qui n'a pas rejoint l'OTAN. Ce n'est pas une théorie du complot folle, c'est une analyse basée sur des fondements et la reconnaissance d'un schéma. L'Ukraine est la première. Les pays baltes sont les suivants, si cela fonctionne, s'ils parviennent à attiser les tensions à l'intérieur du pays, puis, disons, qu'un nouveau gouvernement appelle la Russie à l'aide, et ainsi de suite. Ensuite, jusqu'où auront-ils la force d'aller, jusqu'à ce que quelqu'un arrête l'OTAN? La seule véritable limite. Poutine avait peur que l'Amérique intervienne, que l'Alliance commence à agir. C'est pourquoi la guerre fait rage exactement le long de la ligne où se trouvait autrefois la frontière de l'URSS. Pas un pas de plus, tout ce qui est à l'intérieur est à reconquérir. Comme les Chinois. Ils veulent simplement récupérer toutes leurs terres chinoises qui leur ont appartenu un jour. Mais les Chinois n'iront pas plus loin. Mais la Russie, les Russes le peuvent, facilement. Minsk, Nord Stream et 16 ans de partenaires fiables. Et l'interview de Die Zeit dans laquelle, à mon avis, elle s'est trahie. Elle pensait à autre chose et a laissé échapper une phrase. Tout cela fait partie d'un même tableau. On ne voit pas chaque point, mais le motif est reconnaissable. Voilà, maintenant revenons à décembre 2022 à l'interview donc de Die Zeit. Die Zeit. Je m'excuse, j'ai souvent des difficultés avec les mots, noms et prénoms étrangers. L'Allemagne et la France garantissent les accords de Minsk. Les pays qui sont publiquement intervenus comme médiateurs ont servi de médiateurs dans le processus de paix. Les pays qui ont convaincu le monde entier et la Russie qu'il s'agissait de négociations honnêtes. Selon leurs propres dirigeants, ces pays ont utilisé les négociations comme couverture. Peut-on affirmer que la Russie a déclenché la guerre en 2022 précisément à cause de cela? Non, ce serait une simplification. La guerre a de nombreuses causes. Et l'agression reste une agression, quel que soit le contexte. Aucune provocation ne justifie ce que la Russie a fait aux villes ukrainiennes. L'histoire n'aime pas les copies exactes, mais elle a ses propres rimes. Des rimes. Et quand vous voyez cette même rime après 80 ans, ce n'est pas un hasard. C'est un motif réfléchi. Une Allemande de l'Est parlant russe, 35 ans dans l'orbite de la Mongolie, 16 ans à la tête de l'Europe. Et l'Europe finit par devenir dépendante du gaz russe et aide à mettre en scène une pièce dans laquelle la Russie a presque récupéré ce qu'elle considère comme le sien. Et même l'Amérique a promis, bien sûr nous ne ferons rien, nous n'interviendrons pas. Si tu prends rapidement, a dit Biden, très vite, et qu'il n'y a pas trop de pertes, alors nous ne bougerons pas du tout. N'est-ce pas? Chaque étape de ce scénario est documentée. Chaque décision de Merkel n'a pas forcément été dictée depuis Moscou. Je ne l'affirme pas et je ne l'ai jamais affirmé. J'affirme autre chose. Que lorsque tu regardes ce tableau avec du recul, la biographie, le komsomol de la RDA, la langue russe, Nord Stream, Minsk, l'interview, voilà, et tu compares cela avec ce que Staline faisait dans les années 30, la ressemblance est telle qu'on ne peut la nier que délibérément. Et beaucoup nient délibérément d'ailleurs, parce que sinon il faudrait admettre que 16 ans d'histoire européenne ne se sont pas déroulés là où c'était écrit, sur la plaque à la porte.
Angela Merkel, très probablement, ne comparaîtra jamais ni devant un tribunal, ni devant une commission sérieuse. Ses mémoires se vendront, ses portraits seront accrochés, les historiens débattront. Certains agiront prudemment, la plupart, plus âgés, agiront lâchement. Mais nous, vous et moi. Ceux qui apprennent à regarder le motif et non l'étiquette, nous avons déjà traversé tout cela. Et comme c'est souvent le cas dans l'histoire, tout cela porte un nom court. Un seul mot. Je l'ai prononcé au tout début, dans le titre, et maintenant, après tout ce que nous avons traversé ensemble, prononçons-le encore une fois pour nous-mêmes. 3 histoires, une seule image. Les 3 histoires que nous avons traversées ensemble aujourd'hui ne semblent différentes qu'en apparence. Et Ebola, dont on se sert pour nous faire peur, afin de répéter l'opération de 2020, une fuite du Kremlin admettant que la guerre est dans l'impasse. Merkel, le visage de la fiabilité européenne, qui s'avère en réalité être le visage d'une toute autre époque et d'une toute autre vision de la vie. En fait, c'est une seule histoire. L'histoire de la façon dont les États, tous, partout, vivent toujours avec la même monnaie. Cette monnaie n'est ni l'argent, ni les armes, ni même la force au sens habituel du terme. La monnaie s'appelle votre consentement. Votre incapacité à voir le schéma, votre disposition à céder à la peur. On vous a dit d'avoir peur et de vous calmer quand on vous a dit de vous calmer. Eh bien, voici une bonne nouvelle, les amis, la meilleure que je puisse vous annoncer aujourd'hui. Cette monnaie-là, elle se déprécie rapidement. Regardez ce que les 3 sujets d'aujourd'hui ont en commun. Les 3 sont des fuites, les 3 sont des aveux, les 3 sont des choses que l'État aurait voulu garder dans une pièce sombre, mais elles se retrouvent à la lumière. Comment cela se retrouve-t-il au grand jour ? Et on essaye de nous faire peur avec Ebola, mais on a déjà vu le Covid et on ne se laisse plus avoir comme ça. Un nombre suffisant de personnes a vu le scénario de 1920 et se souvient comment il s'est terminé. Vaccins, urnes, ordinateurs portables bloqués. Le même scénario une deuxième fois, eh bien ça marchera, mais moins bien. Votre attention fait déjà la moitié du travail. Le Kremlin rédige lui-même son propre protocole de retrait, non pas parce qu'il est devenu plus clément, mais parce qu'il est acculé. La guerre contre son entente qu'ils ont présentée pendant 5 ans comme une opération sociale de 3 jours les a forcés à augmenter la TVA, à relever l'impôt sur les bénéfices, à épuiser les réserves, à perdre des hommes. Et en avril 1926, leur propre document analytique dit « Les gars, aller trop loin signifie la défaite. Arrêtez-vous. C'est, mes amis, un drapeau blanc, écrit en petits caractères, mais bel et bien blanc. » Et Merkel, la plus fiable, mutraine, partenaire de l'Occident, depuis 30 ans, a publiquement avoué dans Die Zeit qu'elle signait des accords pour gagner du temps. Pas pour la paix, mais pour gagner du temps. Sa marque, la pragmatique maman de l'Europe, a maintenant cette même fissure. À travers laquelle, si l'on regarde de près, on peut voir tout le mécanisme, et cette fissure ne pourra plus être refermée. Un jour, lors d'une de mes premières émissions, j'ai dit une phrase que certains m'ont rappelée. Je suis prêt à la répéter aujourd'hui. Les empires ne meurent pas le jour où leurs murs s'effondrent. Ils meurent le jour où l'on cesse de les craindre. Eh bien, dans les 3 histoires d'aujourd'hui, nous avons vu précisément l'arrivée de ce jour. Pas encore sa fin. L'aube. La Russie ne fait plus peur. Elle l'a prouvé. Ils ont attaqué l'Ukraine et n'arrivent pas à s'en sortir depuis 4 ans. Elle rédige ses propres protocoles de retraite. L'État profond, c'est-à-dire les États-Unis, qui en 2020 pouvaient enfermer Twitter d'une seule phrase, et en 2026, ils vont en justice et perdent. Merkel, qui a été intouchable pendant 16 ans, se constitue maintenant elle-même un dossier pénal, mot après mot, interview après interview. Ils ne tomberont pas demain, ils ne tomberont même pas l'année prochaine. Ils vont résister, ruser, inventer de nouvelles alertes Ebola, de nouvelles situations d'urgence, mais ils ne gouvernent déjà plus de la même manière. Et surtout, partout, comme ils gouvernaient auparavant. Et voici ce que je vous demande de faire. Aujourd'hui, demain, dans une semaine et dans un an, continuez à regarder le motif, pas la plaque sur la porte, qu'on écrit à votre place pour que vous ne fassiez pas attention au motif lui-même. Celui qui voit le motif est sans libre, celui qui lit la plaque est esclave.
Cette liberté se transmet comme une flamme d'une bougie à une autre, sans se consumer, mais en augmentant. Ce canal est c'est pour tous. Une émission par jour, des nouvelles plus une analyse, le matin avec une tasse de café, de thé ou, pour certains, une coupe de champagne. Je ne vais même pas citer de poème à ce sujet. Et pour ceux d'entre vous à qui il ne suffit plus simplement de connaître les nouvelles, mais qui veulent comprendre pourquoi tout cela se passe et comment tout est lié, il y a une deuxième chaîne, elle s'appelle Feuille de route vers la liberté. Là-bas, 2 émissions hebdomadaires offrent une analyse approfondie, pas des nouvelles. Nous relions les événements particulièrement importants à des causalités profondes. Appelez cela de la philosophie. Appelez cela la psychologie des peuples. Appelez cela comme vous voulez, l'essentiel reste le même. Si vous êtes une personne réfléchie, si vous aimez apprendre de nouvelles choses, si vous aimez voir les liens entre les choses, alors allez y faire un tour. Allez-y tout de suite, je pense qu'une de nos vidéos apparaîtra à la fin sur l'écran, il y aura un lien pour y accéder. Regardez-la. Si cela vous plaît, abonnez-vous à la 2e chaîne et activez la cloche. Partagez cet épisode avec une seule personne, une seule, pas besoin de plus. Enfin, il en faudrait plus, mais au moins une, avec quelqu'un qui aujourd'hui ne regarde que le panneau et ne voit pas le motif. Mesdames et messieurs, à la prochaine.